Alors, je suis d'abord un vétérinaire de formation, avec une formation très sérieuse, et très diverse et très variée. Et par hasard, je suis rentré comme astronaute au Centre national d'études spatiales. Je n'ai pas pu voler pour des raisons diverses, mais qui sont essentiellement indépendantes de ma volonté, de mon état de santé, qui sont vraiment liées aux circonstances. Donc je n'ai pas pu voler. Mais je suis resté et je suis passé progressivement de la biologie à la physiologie animale, puis enfin à la protection planétaire, donc un aspect biologique plus général qui s'intéresse à ce qui se passe dans le système solaire, puis ensuite à l'exobiologie, et maintenant à l'exobiologie et aux exoplanètes. Donc c'est un cheminement progressif qui s'est fait sur une trentaine d'années, à peu près. Alors au sein du CNES, je ne suis pas un vrai exobiologiste. Je suis un organisateur, je suis un scientifique qui organise les autres, et donc je travaille en relation avec des chefs de projet, avec des financiers, et surtout avec la communauté scientifique qui n'est pas au CNES elle-même, qui est dans les universités, qui est dans les laboratoires du CNRS, du centre du commissariat à l'énergie atomique, etc. Donc dans des organismes de recherche. Les vrais exobiologistes, ils font de la vraie recherche, ils font des travaux de laboratoire, ils font des instruments pour faire des mesures particulières dans des ambiances aussi particulières que Mars ou que la surface d'Europe, un satellite glacé, ou examiner des exoplanètes. Donc ce n'est pas le même travail, mais chacun à sa place. Moi, je fais faire la science aux autres, je les aide à faire la science, je les aide à faire les instruments qui sont nécessaires à leur science, mais en tant que tel, moi, je ne fais pas de science. C'est-à-dire que mon avenir professionnel, il n'est pas lié au papier que je vais publier pour faire avancer la science. Et donc, chacun a sa place, et il y a, dans le monde de l'exobiologie, il y a beaucoup de places différentes qui sont toutes intéressantes en fonction de ses désirs, de ses capacités, de son niveau d'études. Alors, la première personnalité que j'ai rencontrée qui a déterminé mon avenir, c'était le vétérinaire qui s'occupait des vaches de mon grand-père. Puisque c'est à 6 ans que j'ai dit je serai vétérinaire. Et c'est ce qui a conditionné en fait le hasard des rencontres qui m'ont amené petit à petit à rentrer dans le monde de l'exobiologie. Dans le monde spatial, bien sûr, dans les exobiologistes qui m'ont frappé, je dirais il y a André Bracq, qui est quelqu'un de très connu, qui a fait des livres et qui est avec Gerda Horneck, une scientifique allemande, l'un des pères de l'exobiologie en France et en Europe. Il a bien entendu influencé dans le monde, mais je veux dire vraiment, c'est l'origine de l'exobiologie en France et en Europe. La deuxième personne, c'est peut-être François Rollin, qui est un scientifique qui est toujours actif et qui travaille avec moi sur ExoMars. Et enfin, un grand nombre de scientifiques. Il n'y a pas qu'une personne, on ne se construit pas. J'ai pas eu une rencontre unique qui m'a déterminé et qui m'a inspiré, mais les nombreux scientifiques que je côtoie quotidiennement m'inspirent sans cesse, du prix Nobel jusqu'au technicien de laboratoire qui est très spécialisé, ou au technicien qui soude les choses petites comme des cheveux, des quarts de cheveux de diamètre pour faire des instruments qui vont voler sur Mars. Et donc, voilà, c'est cette humanité-là qui m'a inspiré. Et le premier que j'ai rencontré qui avait cette force de conviction, c'était quand même André Bracq. Alors, dans les équipes scientifiques qui travaillent, il y a plein de petites choses. La science, ce n'est pas forcément une très grande chose. La grande découverte de ces dernières années en exobiologie, ça a été les argiles sur Mars. Le fait qu'avec Mars Express, les équipes de Bibring ont étudié, montré qu'il y avait des argiles sur Mars, et donc la preuve indubitable qu'il y avait eu de grandes quantités d'eau qui avaient coulé pendant très longtemps à la surface de cette planète qui aujourd'hui semble sèche et stérile. Donc ça, c'est une avancée majeure,
puisque quand on associe eau, quand on parle eau, on pense derrière possibilité d'une forme de vie. La deuxième chose, ce sont les équipes de François Rollin, par exemple, qui ont étudié l'atmosphère de Titan et qui ont montré toute cette chimie qui se passe dans l'atmosphère de Titan, donc un satellite de Saturne qui a été exploré par la sonde Huygens, et qui ont montré aussi bien au laboratoire qu'en vol que cette chimie était intéressante comme modèle de ce qui aurait pu être un précurseur de la vie dans certaines circonstances. Pas forcément sur Terre, mais au moins dans certaines circonstances. Donc ça, c'est des découvertes majeures. Il y en a eu bien d'autres qui sont peut-être moins déterminantes, qui n'ont pas fait faire un pas aussi grand. Mais la science de l'exobiologie, c'est un puzzle à 1 million de pièces, et on en connaît 50. Quand on connaît 10 de plus, on a déjà fait un grand pas en avant. Alors, définir la vie est un énorme problème, et il y a des bouquins entiers qui donnent des définitions tout à fait différentes, et il y en a un qui en recueille à peu près une soixantaine ou une 80. Moi, j'ai une définition qui est peut-être personnelle, mais enfin qui est quand même le fruit de ces rencontres, et qui est extrêmement pragmatique. La première chose, c'est que on est capable de concevoir une forme de vie actuellement uniquement à base de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore, de soufre et de quelques dizaines d'autres éléments. Mais la base, c'est le carbone. Ce n'est pas le silicium, ce n'est pas le germanium, ce ne sont pas d'autres éléments, c'est une base en forme de carbone. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas définir la vie, mais on sait en voir des propriétés. La première des propriétés, c'est faire plus de soi-même par soi-même. C'est-à-dire la capacité pour un organisme à prendre dans son environnement des éléments ou des corps simples et de les transformer en des éléments ou des composés qui sont identiques à ceux qui le constituent lui-même. Ce que je résume en disant, quand on est petit, on grandit, quand on est vieux, on grossit. C'est ça, faire plus de soi-même par soi-même. La deuxième chose, c'est la capacité à se multiplier. C'est-à-dire que un ou plusieurs individus sont capables de faire un ou plusieurs autres individus. Alors, on peut se mettre tout seul, c'est le cas des bactéries. On peut se mettre à deux, c'est les plantes, les animaux. On peut se mettre à 3 ou 4, peut-être, je ne sais pas, dans une autre forme de vie ailleurs. Et tout ça, ça fait un élément de plus, ou 2 éléments de plus, ou 10 éléments de plus. Et donc, cette capacité de multiplication, elle est extrêmement importante, parce que sinon, ça serait un individu éternel ou simplement éphémère, et donc il n'existerait. La vie ne pourrait pas être détectée. Cette multiplication, elle se traduit par une transmission de l'information pour qu'un individu soit le plus identique possible à un autre, mais il n'est pas parfaitement identique. Il est semblable, parce que le système de transmission de l'information, il est imparfait. Et cette imperfection, elle est indispensable à la troisième caractéristique, c'est-à-dire à l'évolution. C'est-à-dire que une forme de vie, à un moment donné, elle est adaptée elle se trouve dans un environnement donné. Si cet environnement change, pour qu'elle ne disparaisse pas, il faut qu'il y ait au sein de cette population des individus légèrement différents des autres qui soient un peu mieux adaptés aux nouvelles conditions de milieu. Et petit à petit, les choses se séparent et on a ainsi des groupes différents, des populations différentes, et petit à petit, ça fait des espèces différentes, etc. etc. C'est l'évolution darwinienne, et c'est ce principe-là qui est important, et ça, c'est la troisième condition indispensable à ce qu'une vie puisse être permanente, enfin, durer un certain temps ou un temps important à un endroit donné. Alors, est-ce que notre communauté scientifique, qui est mobilisée, importante, riche, est à l'aube d'une découverte fondamentale très importante? La seule découverte fondamentale, ça serait de mettre en évidence une forme de vie extraterrestre. C'est le but de l'exobiologie. Il y a 2 hypothèses. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, on va travailler, mais on ne la trouvera jamais.
soit elle existe et j'ai peut-être une chance de la trouver, et donc là, c'est toute notre intelligence pour, à partir de certain nombre d'hypothèses, la traquer de façon la plus évidente possible. Et c'est pas évident qu'on la trouve. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'actuellement, on est à l'aube de quelque chose de nouveau, parce que cette chose-là, on l'attend, mais on est incapable de la prévoir. Ce que l'on sait, par contre, c'est que le domaine du spatial, comme le numérique, comme la simulation, comme l'expérimentation, comme les moyens d'observation qui sont en train de développer, nous donnent des outils nouveaux pour explorer la possibilité d'existence d'une forme de vie quelque part dans notre environnement proche. Sur Mars, c'est chez nous. Je ne parle pas d'Europa, qui est un peu plus loin, mais c'est chez nous aussi, pour simplifier, ou bien sur des planètes extrasolaires. Et donc, ce n'est pas parce qu'on pense qu'elle existe qu'elle va exister. Et la science, elle ne s'accommode que de preuves positives. Je serai incapable de montrer qu'il n'y a aucune forme de vie qui existe. La seule chose que je peux faire, c'est prouver qu'une forme de vie existe si je la découvre et que je la caractérise. Les outils sont nouveaux, et ces outils nouveaux nous donnent l'espoir de découvrir quelque chose, si, pour une raison ou une autre, il peut exister, bien entendu. Alors, la recherche, elle se compose bien sûr d'institutions. Ces institutions, elles mettent les gens dans des cases, elles leur donnent des laboratoires, des fonctions, etc. Il se trouve qu'à un moment donné, les connaissances doivent se croiser. Et les sociétés savantes, au sens moderne du terme, je dirais, ces sociétés savantes, elles réunissent des gens, des spécialistes de différents domaines, et c'est l'occasion d'échanger, de présenter de façon informelle, pas comme dans un congrès où là on est scruté, mais là on peut parler, on peut discuter au sein des sociétés savantes, et ces réunions de ces sociétés savantes, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait bouillonner la connaissance. Ensuite, il y a des associations d'amateurs éclairés, ou qui mélangent des amateurs et des professionnels, qui mélangent simplement des curieux, qui mélangent des passionnés. Et ces associations, elles jouent un rôle très important dans la société parce qu'elles font pétiller dans la société ces idées, nouvelles ou pas nouvelles d'ailleurs, mais c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de connaissance et c'est un lieu d'inspiration pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est un spécialiste que quand on va dans une société d'amateurs, de géologues, d'astronomes, on ne va pas découvrir des choses nouvelles. On peut apprendre à voir les choses de façon différente. Parce que le boulanger, l'agriculteur, le maire du village qui fait l'astronomie, à un moment donné, il va poser une question que lui va considérer comme stupide, mais qui n'est pas du tout stupide et qui va peut-être déclencher, moi je l'ai vu, déclencher un mode de réflexion nouveau. Et c'est pour ces échanges entre justement des cultures différentes, des façons différentes d'aborder les choses, qui font que ce bouillonnement scientifique, il amène petit à petit chacun à progresser. Et moi, je ne suis pas un savant, mais chaque fois que je fais une conférence publique, chaque fois que je suis en contact avec le public, et le public, je dirais du cours préparatoire à la maison de retraite, moi j'apprends des choses nouvelles, qui influencent plus ou moins toujours ma façon d'aborder les problèmes dans mon travail quotidien pour résoudre les problèmes que j'ai à résoudre. Et je crois que c'est cette richesse-là, c'est vrai pour tout le monde. Alors c'est pas quelque chose qui est traçable, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas mettre derrière un chiffre en disant ouais 10% de mon activité, non. Mais c'est cette curiosité culturelle qui fait qu'à un moment donné, on est capable d'être réactif, d'être innovant, d'être attentif et de résoudre des problèmes qui semblent, si ce n'est impossible, du moins très difficiles à résoudre. Les jeunes générations, elles ne peuvent pas se passer de science, parce que tout ce qu'elles font, actuellement, c'est la technique. Tout ce qu'elles utilisent, tout ce qu'elles touchent, de leur téléphone portable, à leur manette de jeu, à leur mobilette, à leur voiture,
Tout ça, c'est de la technologie, c'est de la technique. Et derrière, il y a de la science. Car la technique actuellement, elle ne progresse que parce qu'on a une compréhension des phénomènes qui font que cette technique fonctionne. La première voiture, elle fonctionnait à vapeur, on ne connaissait pas les lois de fonctionnement des véhicules à vapeur, on ne connaissait pas les lois des gaz parfaits, on ne connaissait pas les lois physiques. On savait les faire, on avait constaté des choses. Maintenant, pour qu'une voiture fasse 3 litres au 100, et bien là, il faut comprendre comment ça marche, il faut connaître non seulement la technique, mais il faut connaître la science qu'il y a derrière. Donc tout ce qu'on touche à la science. On n'est pas obligé d'en faire un métier. L'astronomie et l'exobiologie, comme d'autres sciences bien entendu, ont l'avantage d'ouvrir l'esprit vers des mondes sans frontières, sans limites. Et cette absence de limites fait qu'on va regarder ces choses-là avec un enthousiasme particulier. Et donc c'est inspirant. Et la recherche d'une forme de vie extraterrestre, donc ne sommes-nous seuls dans cet univers ou non? Sommes-nous seuls, pas nous, mais nous en tant qu'êtres vivants, pas en tant qu'individus pensants? Eh bien, cette question-là, on comprend bien qu'elle taraude beaucoup de gens et que la seule réponse, elle peut venir à travers la science. La seule réponse positive, parce qu'il n'y aura jamais de réponse négative. Et donc, c'est quelque chose qui inspire les jeunes générations, et qui inspire parce que c'est de la curiosité. Mais quoi qu'on veuille faire dans la vie, que ce soit de l'exobiologie ou autre chose, que ça soit simplement pour se former ou pour en faire son métier. On peut très bien l'utiliser simplement pour se former et après partir dans la banque ou aller faire de la cuisine. Tout ce que l'on a accumulé, toutes ces connaissances accumulées, elles se traduiront dans notre activité professionnelle, si on en fait une activité professionnelle, je dirais, indépendante, intéressante et enrichissante. Et ça, la science, elle vous l'apportera. L'exobiologie, c'est tellement fascinant, c'est tellement divers aussi, comme connaissance à rassembler pour comprendre ce qui se passe, que c'est un facteur d'épanouissement qui donne les fondements pour se développer, mais pas forcément d'exobiologie après. On peut très bien faire autre chose. Mais ce gain que l'on aura eu, cette curiosité que l'on aura gagnée, eh bien, ce sont des choses qui se traduiront dans l'intérêt du travail que l'on fera et dans l'intérêt de sa propre vie personnelle.